après l'année dernière, toutes les histoires de la communication sonore chez les cachalots, une étude sur l'allaitement. Donc je vais me permettre d'être le porte-parole à la fois de l'Indian Ocean Marine Life Foundation et de l'association Longitude 181, qui est notre association, Véronique et moi-même, que nous avons fondée et qui collabore avec toute l'équipe de René, dont Axel, qui est encore une fois l'un des piliers ici. Il faut savoir que si l'étude se fait depuis plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans, si l'étude se fait, c'est grâce à Axel qui amène toutes les informations, jour après jour, je dis bien jour après jour, un compte rendu qui nous permet de savoir exactement qui est avec qui fait quoi, et bien entendu, grâce aux images de René, qui témoignent, et qui peuvent témoigner aujourd'hui de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Vous me demandez quand est né Elliot? Je vais même vous montrer la vidéo. Venez voir. On peut retrouver ça dans nos archives. Tout ce dont nous parlons, nous l'avons vu, nous l'avons filmé. Il y a, pour asseoir une étude scientifique, d'autres partenaires, en particulier l'équipe du CNRS de Toulon et l'équipe d'Hervé Clotin, avec qui nous travaillons sur tout ce qui touche l'acoustique, l'équipe du professeur Jean-Luc Jung, qui travaille sur tout ce qui est génétique et qui est donc au Muséum d'histoire naturelle de Paris et CNRS, et enfin l'équipe du professeur Olivier Adam, la Sorbonne, à Paris. Donc c'est en leur nom et celui de Véronique qui évidemment mène l'enquête que je vais vous parler de ce que nous faisons ici depuis plus de 10 ans avant de rentrer dans les détails sur tout ce qui touche à l'allaitement qui fait l'objet de cette publication dans une revue extrêmement prestigieuse. Et je rappelle donc que nous travaillons ici dans la zone mauricienne, essentiellement sur la côte ouest. Là, l'île Maurice, là, c'est une journée, on a rassemblé une saison, on a rassemblé les points où nous avons observé chaque cachalot. Bref, c'est quelque chose de très précis. Lorsque nous voyons, nous observons, c'est 1 heure, des coordonnées, des comportements. Voilà. Cette étude se fait donc ici à l'île Maurice, sur un grand complexe volcanique qui va de la Réunion jusqu'au plateau des Mascarenes jusqu'à Seychelles. Ici, vous voyez Madagascar. Et il y a donc des cachalots qui vivent le long de ces pentes abruptes de ces îles volcaniques. C'est un lieu très favorable parce que les cachalots se nourrissent de calmar dans les profondeurs. Ici, nous n'étudions pas les cachalots. Il y a beaucoup de gens qui étudient les cachalots, qui essayent de les dénombrer. Non, nous avons choisi de nous attacher à un clan. Pourquoi? Pour essayer de comprendre leur vie. Ce que personne jusqu'à présent n'a essayé d'explorer, c'est la vie des cachalots dans le temps. Comme la nôtre. Elle évolue en fonction des individus, en fonction de leur histoire propre. Et c'est ce que nous découvrons. Les cachalots ne sont pas des animaux qui se ressemblent tous, et leur histoire propre conditionne la vie de ces familles. Et la vie de ces familles sont toutes différentes, comme chez nous. Et c'est ce que nous découvrons au cours de cette étude qui maintenant donc dure depuis 2013. Alors, depuis 2013, nous avons identifié, c'est très important, chacun des cachalots du clan. Au départ, 17 femelles adultes et 3 jeunes. 3 jeunes mâles, il y avait Maurice, il y avait Elliot et il y avait Tache Blanche. Et puis petit à petit sont nés 20 autres jeunes, dont nous connaissons la date de naissance très précisément. Par exemple, l'année dernière, nous avions annoncé la naissance de la petite Varuna qui était née dans la nuit du 25 au 26 mars 2023. Et puis celle de la petite Myriam le 3 avril 2023. Donc nous connaissons ces cachalots intimement, depuis le jour de leur naissance. Comme ici, la petite Lana. La petite Lana dont on voit encore le cordon ombilical, elle vient de naître. Elle est à peine dépliée. Les plis, elle était enroulée dans le ventre maternel. Ici,
la nageoire caudale encore enroulée, toute molle, et puis la tête qui n'a pas encore cette forme caractéristique carrée que prennent après les cachalots, surtout les grands adultes, pointue et un peu blanchâtre, et surtout l'œil complètement exorbité avant que le melon ne prenne véritablement toute sa force et sa place, et donc donne son allure caractéristique au cachalot. Un exemple, pour vous dire que nous suivons dans le temps, comme des enfants d'amis, année après année, des animaux que nous voyons grandir. Je vous ai parlé d'Eliott, le voici en 2011. Il vient de naître. Ce n'est pas tout à fait au moment de la naissance, parce que pour cette fiche d'identité, j'ai choisi un moment où on pouvait voir l'ensemble du placement qui le caractérise, et c'est 2 mois plus tard. Il a 2 mois ici. Et puis, là, en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2023, et l'année prochaine, puisque vous l'avez encore vu, il est encore là. Et Eliott, nous allons rajouter une photo. Il a beaucoup grossi, il mesure maintenant plus de 10 mètres, il est extrêmement puissant, c'est un jeune mâle subadulte, et comme tous les jeunes mâles subadultes, il va quitter un jour, on ne sait pas quand, c'est lui qui va nous le dire, il va quitter le clan pour partir vers les îles subantarctiques, rejoindre les grands mâles, et ne plus jamais revenir dans le clan familial. Il ira peut-être ailleurs dans l'océan Indien. Donc, cette connaissance fine de l'évolution des cachalots à l'intérieur de leur famille nous amène à vivre avec eux des moments exceptionnels. Pourquoi? Parce que nous nous mettons dans l'eau avec un immense respect, avec beaucoup d'égards. Nous faisons de l'observation passive. J'insiste là-dessus. Passive, ça veut dire on ne va pas sur les animaux. Nous nous immergeons, souvent à la verticale, et nous attendons que les situations se déroulent devant nos yeux, devant nos caméras, devant nos micros, et en confiance, je dis bien en confiance, les cachalots se livrent même dans les moments de plus grande intimité. Mais quel est le moment de plus grande intimité, si ce n'est l'allaitement, lorsque la maman va nourrir son petit. En effet, je le rappelle, les cachalots sont les mammifères. Ce qui caractérise les mammifères comme nous, c'est d'allaiter les petits. Eh bien, personne au monde avant, René, Axel, l'équipe, n'avait observé d'allaitement. Personne n'avait observé les cachalots dans ce moment si particulier de la journée. Nous avons été les premiers au monde. Comment ça se passe? Parce que ça nous a donné lieu, donc cette première, de faire une publication. Nous ne nous sommes pas appuyés pour cette publication sur l'observation d'un allaitement. Nous avons observé, filmé plus de 170 allaitements. C'est-à-dire que pendant 70 moments d'une intimité extrême, les cachalots nous ont fait confiance. On fait confiance à René, on fait confiance à Axel, on fait confiance à l'équipe. Et nous avons pu être à côté d'eux. À côté, ce sont des animaux sauvages, j'insiste là-dessus, on ne les attire pas. Ils nous acceptent et nous ne les dérangeons pas. Donc, on voit ici le cachalot, la mère qui est ici dos calleux, qui est couché sur le dos, le ventre, et son petit bébé qui a 1 semaine et qui est en train de téter. Parce que les tétons chez les cachalots ne sont pas apparents, comme chez les primates, chez les singes, chez nous. Ils sont enfermés dans des fentes mammaires. Et donc le petit doit aller sortir le téton pour attraper avec sa langue et pouvoir téter. En détail, c'est ça. Ici le bébé cachalot, on a ici son œil, on a ici sa mandibule, ici sa nageoire, ça le ventre de sa mère, ici
la fente génitale et de part et d'autre 2 fentes mammaires. Les fentes mammaires cachent le téton. Et donc le petit doit faire sortir le téton pour l'envelopper avec sa langue, et pour cela, il rentre sa mandibule dans le bord de la fente génitale pour pousser de l'intérieur et faire ressortir le téton de la fente mammaire. Voilà. Ici, donc la fente mammaire gauche, oui, la fente génitale, et l'autre fente mammaire quand le téton est sorti, et que le petit cachalot, ici la reine, et sa mère Lucie, a enveloppé avec sa langue. Personne au monde n'avait jamais vu ça. Je dis bien, personne au monde n'avait jamais vu ça. René l'a filmé 150 fois. Et, encore une fois, c'est pas pour le nom, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est d'abord, ça appuie les certitudes que ça se passe bien comme ça. Et ça montre à quel point on a fait différemment de toutes les autres équipes au monde. Et à quel point, grâce à la connivence, à la confiance que cette famille de cachalots nous accorde, je dis bien cette famille que bien dirait les clubs tordus nous accorde, on a pu rentrer dans leur intimité. Donc, la publication que nous avons écrite ensemble a d'abord décrit le phénomène. Chez les autres cétacés, c'est pas la même chose. Hein. Chez la baleine à bosse, par exemple, le petit bébé baleine à bosse n'introduit pas du tout sa mandibule, il attend qu'il y ait une éjection de lait de la fente mammaire. Et chez le cachalot, c'est très particulier parce que sa morphologie lui impose ça. Donc la première chose, c'est la description. Et vous savez, pour les publics scientifiques, lorsqu'on va sortir le texte dans la revue, elle est envoyée à tous les spécialistes dans le monde entier qui vont critiquer votre article, qui vont dire « prouvez-moi ça, dites-moi ça, réécrivez ça ». La première chose, leur micro devrait tomber de la bouche, parce qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Des scientifiques qui travaillent depuis plus de 30 ans sur les cachalots n'en croyaient pas leurs yeux de ce que nous avions découvert. Simplement la technique de l'allaitement. Bien sûr, c'est pas simplement des photos. Voilà, je m'efface. Imaginez que René est avec sa caméra rectangulaire. C'est ici. Alors le petit va d'abord stimuler un petit peu avec sa tête. Vous voyez, il a rentré sa mandibule dans la fente génitale et a fait sortir le téton. Et regardez les mouvements de succion de la langue. C'est pour ça que c'est un award. Merci, François. Que nous avons eu. Donc, première fois au monde, on en a encore une fois documenté plus de 170. Et je ne crois pas les derniers que nous voyons maintenant assez souvent. Nous distinguons dans les allaitements 2 choses. Les allaitements avec évidence de lait, et ici il n'y a pas d'évidence de lait, donc on n'est pas sûr que le petit ait eu du lait, et des allaitements avec évidence de lait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dit que lorsque le petit tète, sa mère ou la femelle qui tète ait bien du lait, et qu'il est très important de distinguer quand on est sûr qu'il se soit nourri et quand on a des doutes sur le fait qu'il soit nourri. Parce que la survie du petit, elle ne dépend pas simplement du fait qu'il tète, elle dépend du fait qu'il reçoive du lait. Donc dans cette publication, nous avons noté tous les allaitements que nous avons vus. Chaque fois que le petit introduisait sa mandibule dans la fente mammaire et commençait à téter, c'était un allaitement. Mais l'allaitement avec évidence de lait, comme celui-ci, on est sûr que la petite Chesna a bien eu du lait de sa mère Delphine. Donc ça, c'est aussi autre chose que personne d'autre n'avait vu. Et qui nous permet de savoir qui est bien nourri et qui peut l'être moins bien. Et ça a des conséquences.
que nous nous sommes aperçus que de temps en temps, la femelle qui faisait téter le petit n'était pas la même à chaque fois. Alors on se disait, question, qui est, parce que c'est pas la même, ici c'est Germine, et tout à l'heure, c'est pas la mère c'est pas la mère. Deux femelles qui laissent téter le même bébé. Donc tout d'un coup, on a une vraie question. Qui est la mère? Pourquoi ce bébé tète-t-il deux femelles? Cela veut dire que cette relation sociale qui est l'allaitement ne définit pas pour autant le lien de parenté. On ne peut pas dire, quand on voit un petit qui tète, qui est la mère. On ne peut pas dire que c'est sa mère, puisqu'il ne peut pas avoir deux mères. Donc, nous avons décidé de faire, pour départager, pour répondre à la question, qui est la mère du petit, puisqu'il tète deux mères, qui tète deux femelles. On a fait une analyse génétique pour savoir quels étaient les liens de parenté au sein de ce clan. Et nous avions un problème pour faire une analyse génétique. Je vous ai dit que nous avons assis ce travail sur l'immense respect que nous avons des cachalots, sur le fait qu'on les approche comme ça, qu'on ne les touche pas, qu'on atteint ça. Donc comment faire pour faire une analyse génétique? On a décidé d'être patient et d'attendre, c'est sur toi que c'est qui attend, et d'attendre qu'un cachalot perde un bout de peau. Un cachalot perd un bout de peau, et au moment où ce bout de peau va se détacher, on commence à filmer, comme ça, là, j'ai été sur la tête de Irène gueule tordue, et plusieurs bouts de peau vont se détacher. On filme, voilà, on suit le bout de peau jusqu'aux caractéristiques du cachalot qu'on est en train dont on va prélever le bout de peau, et puis après ça, on prélève le bout de peau qui est dans l'eau, qui traîne là derrière. On sait que c'est celui d'Irène gueule tordue, qui est caractérisé par cette petite échappure. On le met dans un petit flacon et on l'avoie pour faire l'analyse génétique. Et ça nous a permis de faire l'ensemble, et c'est unique au monde, de l'arbre généalogique du clan d'Irène gueule tordue. Et donc immédiatement, nous avons su qui était la mère, qui était la fille, et qui était l'autre femelle qui se laissait téter pour nourrir ce même bébé. Nous avons donc compris, par exemple, ici, Irène est la mère de la petite Lana, qu'elle a eue avec un mâle qui s'appelle Noé, qui est un gros mâle qui passe ici de temps en temps. Et cette petite Lana, elle n'était pas simplement sa mère Irène. Elle va téter une autre femelle qui n'a rien à voir avec elle, qui n'est même pas sa cousine, et qui s'appelle Yogini. Nous avons donc pu démontrer que dans les clans de cachalots, la solidarité maternelle s'appuyait sur la présence des nounous allaitantes. Les nounous allaitantes se substituent à la mère régulièrement, soit parce qu'elle n'est pas là au moment où le petit bébé est en demande, est très en demande, soit parce que la mère n'a peut-être pas assez aidé ou ne s'occupe pas beaucoup de son petit. Exemple extraordinaire. Voilà. Et ce moment-là est fantastique. Vous avez Irène gueule tordue, ici, la petite Lana. On sait génétiquement, on sait par la génétique que Irène est la mère de Lana, qu'elle a eue avec Noé. On voit la petite Lana qui tète.
elle gaspille beaucoup de lait. Au début, les petits sont parfois maladroits, ils gaspillent beaucoup de lait. Quand on gaspille beaucoup de lait, on est toujours en demande et on a beaucoup gaspillé de lait. Arrive un moment où le petit, qui est toujours en demande, la mère n'en peut plus. Elle peut essayer le téton de gauche, le téton de droite, ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus de lait. Par conséquent, cette demande ne pouvant être satisfaite, eh bien, c'est la nounou allaitante, ici, Yukimi, qui est sur le côté, Yukimi, caractérisée par sa caudale-là, qui a même gueule tordue ici, la petite Lana, et c'est l'échange. Ce moment-là est fantastique, c'est unique au monde ce que vous voyez, unique au monde. La mère amène à la nounou son petit passage à pied. Regardez bien, la petite Lana passe à sa nounou allaitante, Yukimi, qu'elle va téter. J'insiste là-dessus, c'est ce que vous voyez est unique au monde. Elle va essayer le téton. Non, elle va indirectement. Elle a du lait. La petite Lana a été nourrie par Yukimi. Cette démonstration par l'image, évidemment, pour une publication scientifique, ça ne suffit pas, vous vous en doutez. Nous avons dû multiplier, je dis bien multiplier, les observations telles que celle-ci pour asseoir notre publication scientifique. Et c'est la première fois au monde, là encore, j'insiste, que l'on démontre, que l'on voit ça, c'est remarquablement filmé, et que l'on voit cette transmission, ce passage, la mère amène à la petite, pardon, la mère amène et à la nounou allaitante. Qu'est-ce que ça nous a apporté encore comme autre découverte, cette combinaison d'observation des allaitements et de la génétique? Mais c'est qu'il n'y avait pas que la nounou allaitante. Si, pardon, je reviens en arrière. Parce que là encore, il y a eu une histoire formidable. Nous avions, dans un premier temps, vu une naissance d'un petit mâle, que nous avions baptisé Alexander, et qui était toujours avec la même femelle, qui s'appelle Amy. Toujours. Nous en avions conclu que Alexander était le petit de Amy. Nous avons fait l'analyse génétique. Et les analyses génétiques sont faites en aveugle. Hein. Il faut savoir que les généticiens qui font les analyses les font en aveugle. Et donc, on reçoit les résultats, et quand nous regardons sur notre tableau, le petit Alexander, ce n'était pas le fils de Amy, c'était le fils d'une autre femelle, Caroline. Mais qu'on n'avait jamais vu avec le petit Alexander. Donc, avec un peu d'arrogance, je renvoie l'échantillon à Jean-Luc et à Justine, et je leur dis, vous avez dû vous tromper. Et Justine me dit, dis donc François, non, on ne s'est pas trompé. Cela veut dire que dans ce cas-là, c'est la nounou qui a élevé le petit mâle. La mère, absente complètement, absente, on ne sait pas pourquoi. Peut-être qu'elle n'est pas très maternelle, mais peut-être aussi qu'elle n'a pas beaucoup de lait. En tout cas, la fameuse Caroline, qui est la mère d'Alexander, ne s'était pas occupée du petit. Et s'il n'y avait pas eu la nounou allaitante, le petit Alexander n'aurait même pas survécu quelques semaines. D'où l'importance, vous vous rendez compte de l'importance de ces nounous dans cette structure sociale. Donc, les nounous. Mais il y a quelqu'un d'autre, au-delà des nounous. Ici, vous allez voir cette femelle qui s'appelle Germine et qui va allaiter tour à tour deux petits, Varuna et la petite Myriam. Bon, comme ça. Alors, une femelle qui allaite deux petits. Là, on en tombe par terre. Mais cette femelle Germine, on la connaît bien depuis 2011. Cette femelle-là, qui jusqu'à l'année dernière n'avait pas donné,
se laisser téter par tous les petits. On avait vu Darren et Ali, on avait des images Darren et Ali, tous les deux, à leur tour à la fois. Cette femelle-là, c'est la babysitter. Ne pas confondre avec la nounou allaitante. La nounou allaitante a du lait, allaite le petit et visiter vraiment, c'est très important, mais ne s'occupe que d'un seul petit qu'elle a choisi, avec lequel elle va tisser des liens quasi aussi forts qu'avec sa mère dans les premières années. Alors que Germine, elle a vu passer tous les petits qui sont nés depuis 2011. 20 petits. Elle les a tous surveillés au sein de la crèche. Cette femelle-là est le pilier structurant du clan de Irène Gueule-Tortue. C'est à elle que l'on confie les petits lorsque les femelles vont chasser dans les grandes profondeurs pour plusieurs heures. Confier, protéger. C'est elle qui se laisse téter, je dis en humain, qui cajole un peu les petits, qui les sépare lorsqu'ils se disputent. C'est elle qui est la protectrice. C'est à elle aussi que l'on doit la survie de ces petits quand ils sont menacés par les globicéphales. Germine. Voilà ce que la combinaison génétique allaitement nous permet de comprendre. Et voilà encore une autre marque forte, très forte, de cette structure matriarcale des cachalots qui s'assoit sur la solidarité du groupe, de ces femelles-là, de nos allaitants babysitters, pour survivre dans un monde qui est tout de même relativement hostile parce qu'il y a des prédateurs et en particulier les globicéphales. Donc, cette babysitter qui va surveiller les petits, là, on va changer, on va voir toujours la même Germine avec sa nageoire pectorale coupée, qui surveillait là pendant la crèche, c'était Yulia, là elle avait 1 an, c'est l'année dernière ça, 2022. Et vous allez voir, elle joue avec la petite Myriam, que je vous ai dit être née le 3 avril de l'année dernière. Et donc c'est une petite crèche. Regardez comme ils nous font, encore une fois, ils continuent à vivre leur vie hein, quand on est là. Et beaucoup de câlins entre Myriam et sa babysitter Germine, qui est légèrement sa demi-sœur. Mais j'ai choisi cette vidéo, pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai montré le passage de la petite Lana entre sa mère et sa nounou. Et bien là, je vous montre le passage entre la babysitter Germine et la mère de la petite Myriam qui remonte de chasse. Voilà, là également, vous avez sa demi-sœur qui s'appelle Miss Totou. Et voilà, Issa. Et regardez le passage. Voilà, hop, le passage entre Issa et la petite, et entre Germine et Issa de la petite Myriam. Donc, ce travail en longueur, ce travail quotidien, nous amène à comprendre, vous voyez bien, des détails extrêmement précis, infimes, intimes de la vie des cachalots. Le retour de la crèche, elle revient, elle repart avec sa maman. Ça, personne, je dis bien, personne au monde n'a pu le faire jusqu'à présent. Et nous avons une sorte d'ancienneté qui fait que maintenant, nous pouvons comprendre beaucoup mieux l'évolution de la population de cachalots, parce que nous comprenons l'évolution de la structure sociale d'un clan. Et cette évolution d'un clan, symbolique de celle des autres clans, nous permet de comprendre la dynamique de la population. Dynamique qui s'est, au cours des 2 dernières années, conclue par la séparation de ce gros clan en 2 sous-clans, à l'intérieur duquel on retrouve certains animaux du côté de Irène Gueule-Tortue et d'autres du côté de Vanessa. Et donc, dans un cas, un clan qui va avoir la babysitter
germine, et un autre clan qui n'a plus de babysitter. Et je vous ai dit que la babysitter était le pilier structurant du clan. C'est elle qui protège les petits plus souvent, plus longtemps. C'est elle qui leur permet de jouer, et Dieu sait si le jeu est important pour le développement de la personnalité. Donc dans un clan, Germine est là, et elle continue en 2024 à jouer le rôle de babysitter. Mais l'autre clan, celui où il n'y en a pas de babysitter, eh bien il a fallu faire avec. Et l'année dernière, celui qui a fait avec, c'était Elliot, le jeune mâle subadulte qui aurait pu quitter le clan et qui est resté là pour s'occuper des petits. Pour s'occuper des petits. Un mâle en guise de babysitter. Ça modifie, vous voyez qu'une petite séparation, un petit incident modifie complètement l'histoire de chacun des clans. Et l'histoire certainement de Elliot, qui aurait probablement quitté le clan, qui serait déjà allé avec les grands mâles, au lieu de jouer la babysitter. Cette année, Elliot, on l'a revu, est distant. Il n'est plus tout à fait dans les groupes. Il est là, sans être vraiment là. Alors, me direz-vous, qu'est-ce qui se passe pour les petits du deuxième clan? Eh bien, tout va bien. Parce que Chesna, la petite Chesna qui est née en 2018, elle commence à jouer le rôle de babysitter pour les deux nouveau-nés de cette année. Et puis pour la petite Mégane de l'année précédente. Donc, oui, il y a un relais. Mais il a fallu attendre que la petite Chesna prenne de l'assurance, qu'elle soit suffisamment grande. Nous avions espéré au départ que ce serait Zoé, qui est née en 2013 et qui a 10 ans. On disait c'était elle quand même qui allait prendre le relais. Eh ben non, pas vraiment. Elle n'est pas très maternelle, elle n'a jamais été. Et Zoé, la fille de Caroline, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas maternelle et qui n'a pas vraiment élevé ses enfants, ni Zoé, ni Alexander. Ce que je veux souligner là, c'est que nous découvrons que chaque cachalot a vraiment sa propre personnalité. Une Zoé, fille d'une mère peu câline et peu câline. Une Chesna, fille d'une mère câline, qui était fille, et câline. Et c'est Chesna qui prend le plus le relais dans ce rôle fort du groupe, qui est celui de la babysitter. Voilà un petit peu tout ce que nous avons raconté dans cette publication sur l'allaitement. Parce qu'encore une fois, l'allaitement, c'est quelque chose de fondateur chez les mammifères. Et Dieu sait si on sait peu de choses sur les mammifères marins. Et c'est ici, à l'île Maurice, ici, grâce à ce travail patient, et j'insiste sur ce travail patient, et encore une fois, 80 de l'année dernière, c'est 80, presque 100 jours, en 100 jours en mer, mais il y a des jours où vous n'avez pas eu les cachalots, où on n'a pas eu les cachalots. Donc, chaque année, on doit mesurer l'effort, c'est-à-dire le temps en mer et le temps où on voit les cachalots. Donc, une centaine de jours de suivi par an, je peux vous dire que ça assoit une recherche. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, que ce soit sur l'allaitement ou autre chose. Par rapport, vous avez dit tout à l'heure, il y avait un mâle qui avait pris le rôle de babysitter et remplacé par une femelle ensuite. Comment ça se décide au sein du groupe? Vous vous êtes posé la question, comment il est arrivé là, il est jeune et il se trouve à être un babysitter alors qu'il aurait dû être dans le Grand Loge? Alors, comment ça se décide? Inutile de dire que nous ne savons pas. Nous ne savons, et c'est très important, nous ne savons que ce que nous observons. Quand on n'observe pas, par exemple, on ne voit plus un cachalot, on ne dit pas il est mort. On dit il a disparu. Parce qu'il peut être parti, ou il peut être mort. Et le seul où on dit il est mort, c'est l'histoire
Claire l'année dernière. Claire l'année dernière, c'était une vieille femelle. Elle était très amaigrie. Elle est morte et le cadavre, René et Axel l'ont vu et filmé. Donc là, on en est sûr. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ce que nous voyons, c'est que depuis 2017, parce que nous faisons année après année l'évolution de ces liens sociaux qui cachalotissent entre eux, nous avons senti la division au sein de ce clan de cachalots. Attendez, je vais vous remontrer. Voilà. Voilà. Ici, il y a l'ensemble de l'arbre généalogique. Il y a d'un côté le groupe d'Irène et de l'autre côté le groupe de Vanessa, issus de ce grand clan d'Irène Guetordu. En 2011, ils étaient toujours tous ensemble, 2012 ensemble, 2013 ensemble, 2014 ensemble, et en 2017, pendant 40% du temps, c'était 40 jours sur 100 jours, 40 jours, ils n'étaient pas ensemble, ils étaient séparés. On a dit, pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble? On sent qu'ils vont se séparer. 2018, 70%, 2019, 73% du temps, ils étaient séparés. 2023, ils ont été ensemble 3 jours, mais c'était à l'occasion de l'arrivée d'un grand mal qui réunit souvent les deux. Donc, et aujourd'hui, séparés. Donc, la découpe, c'est simple. Ici, tous les cachalots, jusqu'à ce trait rouge, pointillé rouge, du groupe d'Irène, et tous les cachalots du groupe de Vanessa. Dans ce groupe-là, il y a des petits, il y en a des nouveaux, il y a Megan, il y a Andreas, il y en a eu ces deux petits qui sont nés cette année. On a 2 babysitters potentiels, Zoé, 2013, et Chesna, qui est né en 2018, février 2018. Mais il n'y en a pas d'autres. Par conséquent, l'année dernière et même l'année d'avant, en 2022, si Zoé ne joue pas son rôle de babysitter, qui le joue? Mais qui? Eh bien, il reste que Elliot et Tache Blanche. Malheureusement, Tache Blanche s'est pris dans une palanque, non, dans un DCP, et il est mort. Donc, il ne reste plus qu'un, Elliot. Il y a 0 choix. Et ça s'est avéré. Les années 2022, 2023, Elliot était en permanence avec les petits, tout le temps. Nous avons même assisté l'année dernière, je me souviens, à l'arrivée de Globicéphale. Il y avait les petits et il y avait Elliot. Elliot s'est imposé, les Globicéphales sont partis, parce qu'Elliot est aussi gros que les femelles adultes. Plus, formidable. Donc, il y avait 0 choix. Nous sommes en 2024. Chesna semble en âge de jouer le rôle, de prendre le rôle de babysitter. Encore une fois, c'est Zoé qui aurait dû faire ça. Mais elle n'est pas qualifiée pour dessous. Elle est là. Mais ça ne fait pas. Alors, Chesna a 6 ans. Révolue. Elle est dans sa 7e année. Et nous avons remarqué, on n'a pas fait de publication là-dessus, mais c'est quelque chose d'intéressant, que c'est dans la 7e année que les dents des cachalots percent les petits bulbes dentaires. Jusqu'à 6 ans, et on ne voit pas de dents, on voit juste des protubérances rondes, et il n'y a pas les dents. Et c'est dans la 7e année. C'est peut-être un signe de début de maturité sexuelle, de puberté. Et donc, ça tombe bien, c'est à cet âge-là que Chesna prend son rôle de babysitter. Et dans l'autre clan, pas de nécessité, Germine est toujours là. Et sinon, il y aurait une vraie question. Parce que Miss Toutou, bien qu'elle ait un peu changé, elle était non seulement pas très câline, mais elle interrompait souvent les allaitements. On a filmé des tas de fois des petits bébés qui étaient en train de téter, et puis Miss Toutou qui arrivait, et puis qui les poussait.
Donc, elle n'est pas très câline. Mais depuis cette séparation en deux sous-groupes, là encore, les comportements ont changé et les affinités au sein du groupe se sont un petit peu restructurées et se sont restructurées sur des lignées plus directes, c'est-à-dire sur les liens de parenté plus forts. Et on voit aujourd'hui Issa, qui est donc la mère de Myriam, Germine, Mistotou, Issa c'est la mère de Germine, la mère de Mistotou, très souvent ensemble. Comme si, voilà, il y a des changements, on se retrouve entre sœurs, avec mère. Il y a aussi, de l'autre côté, c'est pareil, Delphine, il y a quelque chose qui se passe. Hein, comme chez nous. Encore une fois, ce qu'il y a de formidable dans cette étude à long terme, c'est que cela montre que chaque cachalot est un être unique, développe sa propre personnalité, que son histoire propre, sa biographie, on pourrait écrire une biographie, influe sur l'histoire du groupe, que l'histoire du groupe influe sur son histoire propre, et que donc chaque clan est unique. Si aujourd'hui nous démarrons l'étude, on démarre, j'imagine, eh bien, d'abord, on ne peut pas imaginer que les deux groupes aient un jour pu être ensemble. On ne peut pas imaginer une seconde que Germine s'est occupée d'eux, il y a des tailles blanches, s'est occupée de Chester, que Germine a toujours été là pour eux. On ne peut pas l'imaginer, ils ne sont pas ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette histoire dans la durée. Et si on regarde, on se dit, mais qu'est-ce que c'est la structure sociale chez les cachalots? C'est comme dans ce groupe ou c'est comme dans ce groupe? Eh bien, c'est comme dans les deux groupes, parce que chaque groupe est unique. Chaque groupe est unique. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, je ne vais pas vous parler des cachalots. Je ne sais rien, nous ne savons rien sur les cachalots. Mais nous connaissons beaucoup sur le clan des règles tordues et la vie de cette famille. Et là encore, c'est un travail profond, comme le feraient des ethnologues. Ils ne connaissent pas tous les peuples, toutes les sociétés. Mais quand ils rentrent dans la société, au début, on les regarde, ils dérangent un peu, puis tout d'un coup, ils se fondent dans la société. Et à ce moment-là, ils commencent à rentrer en intimité. Et c'est là que ça commence à être intéressant, parce que c'est là que l'on commence à comprendre les autres. François Sarano, j'ai plusieurs questions. Je vais passer après dans la salle avec le micro parce que sinon on n'entend pas en visio. Donc j'ai plusieurs questions des journalistes en ligne. La plupart des cachalots migrent-ils dans les régions subantarctiques une fois qu'ils sont adultes? Première question. Est-ce que je pose les autres en même temps? Voilà, une à une. Alors, simple. Les clans de femelles et de juvéniles, femelles et mâles, sont cantonnés à de toutes petites zones. Ils sont quasiment sédentaires. Ici, ce clan, il est sur la côte ouest de l'île Maurice, plutôt dans la zone la plus nord-ouest, mais il descend parfois au sud. Hein. Et il y a d'autres clans. Il faut savoir qu'ici, il y a d'autres clans. On a, si certains sont intéressés, plus d'une centaine de cartes d'identité, comme je vous les ai montrées tout à l'heure, qui montrent qu'il y a d'autres cachalots. Et si ces autres cachalots sont là, ce sont des femelles et des juvéniles, cela veut dire qu'ils sont autour de l'île Maurice. Hein. Donc, eux sont, entre guillemets, sédentaires, dans les eaux intertropicales autour de l'île Maurice. En revanche, les mâles, encore une fois, subadultes, vont quitter le clan maternel et n'y reviendront jamais. On sait peu de choses sur ce déplacement pour toujours, sur ce départ pour toujours. On ne sait même pas à quel âge ils partent. Dans la littérature, vous pouvez dire, les jeunes mâles, ils partent entre 6 et 15 ans. Avec un écartine comme ça, on ne peut pas se tromper. Nous, on a un exemple vrai, authentique, Elliot. Elliot a 13 ans. Eh bien, il est toujours là. Voilà. Mais peut-être pour des conditions, pour des causes très particulières. Le fait que le clan s'est séparé, qu'il n'y avait pas de babysitter, c'est un peu dire attention.
Et donc, après ça, les mâles vont ici, au sud de l'océan Indien, descendre dans les eaux subantarctiques du côté de Kerguelen et Crozet. Et puis, ils vont y séjourner. Personne ne sait combien de temps. Personne ne sait à quel rythme, mais quand ils reviennent dans les eaux tropicales pour se reproduire, et aussi, et j'ai insisté là-dessus, pour avoir des relations sociales dans les clans où ils ont des descendants. Il y a tout le temps des mâles, mais le rythme de migration d'un mâle, on ne le connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, chaque été, des Parisiens qui descendent sur la côte, donc on peut dire qu'il y a toujours du Parisien sur la côte. Mais Paul, il vient peut-être une fois tous les 10 ans, et on ne sait pas combien de temps il reste. Nous, ce qu'on a remarqué, il y a tout le temps des mâles, mais on a revu plusieurs fois les mêmes mâles, et on ne sait pas combien de temps il reste. Celui qui est resté le plus longtemps, c'est 7 semaines, c'est Reza. C'est celui qu'on a vu rester le plus longtemps. Et surtout, on a eu la chance de pouvoir démontrer génétiquement deux choses. D'abord, la paternité d'un certain nombre de mâles que nous connaissons, par exemple Noé, qui est le père de la petite Lana, de Jonas, qui est le père du petit Aaron, et autre chose de capital, et qui répond à cette question, nous avons pu démontrer par la génétique ce que personne n'avait pu faire par les balises, ou pour suivre les cachalots, ou par photo-identification, démontrer que les cachalots qui étaient à Kerguelen étaient bien ceux qui venaient ici se reproduire. Aucune balise n'avait jamais montré ça, parce qu'elle ne tiennent pas assez. Aucune photo-identification, mais Caire 2007, un cachalot qui est mort à Kerguelen en 2007, et dont on nous a donné un échantillon qui avait été prélevé par un ami scientifique, s'est révélé être le grand-père de Irène, l'arrière-grand-père de Arthur, de Lana, de Yulia. Coïncidence formidable. Et c'est la génétique qui a démontré ce lien. Et ça, c'est unique. Quelle est leur espérance de vie? J'insiste sur la coopération, en l'occurrence, avec un grand chercheur qui s'appelle Christophe Guinet et qui travaille au laboratoire Gisé, qui est un chercheur extraordinaire et qui a eu la délicatesse de nous donner les échantillons de cachalots qu'il avait, avec son équipe, recueillis à Kerguelen et Crozet. Non seulement on a trouvé l'arrière-grand-père, mais on a des tas de cousins, des choses comme ça qui sont parfaitement intéressantes. Quelle est leur espérance de vie? Leur espérance de vie, eh bien, nous allons donner une conférence de presse dans 70 ans et nous vous dirons en 2 mots. Nous sommes les premiers au monde à suivre depuis aussi longtemps le même individu, le plus âgé et l'autre dont nous connaissons exactement la date de naissance. Les autres, on ne connaît pas la date de naissance. Donc, on le fait soit par âge relatif, soit, et on l'a beaucoup fait à l'époque de la chasse, en étudiant les couches de dentine qui sont à l'intérieur des dents et qui vont peu à peu combler la dent. Et là, donc on scie la dent, on regarde ça au microscope et on va compter le nombre d'anneaux. Petit problème, certains scientifiques considèrent qu'il faut 1 an pour un anneau et d'autres 1 an, 2 anneaux. Donc ça divise l'âge par 2. Et puis, on s'est aperçu aussi que quand on analysait plusieurs dents de la même mandibule, il y avait des variations. Donc, l'âge est difficile à connaître. Cependant, on estime que les individus les plus âgés sont comme nous, des individus qui peuvent atteindre 80 ans. Il peut y avoir qui vivent très vieux, d'autres un peu moins vieux. Nous avons eu donc, le décès l'année dernière de Claire, qui était visiblement une femelle adulte très âgée, et l'estimation c'était autour de la 50aine d'années. J'ai d'autres questions qui arrivent sur le chat. Comment pouvez-vous être sûr qu'il faut impérativement un ou une babysitter pour la survie du clan? Alors, je ne suis pas sûr qu'il faille un ou une babysitter pour la survie du clan. Je suis sûr, pardon, nous sommes sûrs
que dans le clan de Irène Gueule Tortue, la babysitter Germine joue le rôle principal. Pourquoi? Comment nous l'avons montré? Chaque jour, comme je le disais, nous notons les relations sociales. Et tout ce que nous observons dans la journée, on le qualifie et on donne on qualifie l'intensité de la relation. Lorsqu'on observe un cachalot qui allaite un petit, on va lui donner une intensité, une relation formidable, 6 points. Lorsqu'on a 2 cachalots qui se touchent, qui sont en contact, mais tous les 2 seuls, c'est aussi une relation très forte, 5 points. Et puis après, lorsqu'on a des cachalots qui se touchent et qui sont ensemble et qui sont 3, 4, 5, 6, c'est très fort comme relation, mais c'est 4 points. Puis après, lorsqu'on est ensemble, on ne se touche pas, mais qu'on nage de concert ou qu'on dort ensemble, 3 points, etc., etc. Et donc, chaque jour, on va noter tout ce qu'on a observé. Eh bien, la petite Lana a tété sa mère Irène, 6 points, mais elle a tété aussi Yuki, 6 points. Et à la fin de la journée, on fait une matrice des relations sociales. Et on voit qui est allé avec qui. C'est comme dans une cour de récréation. Vous regardez de loin, tout, ça tourne de partout. Mais si vous faites attention, il y a Paul qui joue avec Pierre au football, l'autre qui joue au bic, et puis vous allez voir, jour après jour, que Paul il joue toujours avec Pierre au football. Et que lui, il est toujours tout seul. Donc, jour après jour, on fait cette matrice des relations sociales. Et puis, à la fin du mois, à la fin de l'année, on va... Attendez, je vais vous montrer. Voilà. On va noter on va sommer ces affinités sociales. Et on voit ici, je vous recommande ça, c'est un bon résumé. Dessine-moi un cachalot. S'il te plaît, dessine-moi un cachalot. Voilà. Ici, vous voyez un rond central où toutes les flèches arrivent. Toutes. C'est Germine. C'est elle qui a eu des relations avec tout le monde. Et puis, vous allez lire l'intensité de ces relations, extraordinairement fortes. Alors que les autres, ben non. C'est comme ça qu'on le montre. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on montre que c'est le pilier central vers qui tout converge et qui a des contacts très forts avec, surtout les petits en particulier évidemment, mais avec tous les autres adultes. Encore une question, enfin il y en a plusieurs, hein, mais je passe après dans la salle. Dans l'arbre généalogique, il n'y a jamais plus de 2 petits par femelle. Est-ce que c'est un hasard? Alors, non, c'est qu'il n'est pas complet, parce qu'il faut refaire ça. Alors, je vais donner tout de suite l'histoire de Lucie. Où est-ce qu'il est Lucie? Issa, voilà, il y a Issa. Issa, mère de Germine, mère de Mistotou, mère de Myriam. Lucie, elle est ici. Mère de Roméo, mère de Darène, mère de Varuna. Mère de Varuna, mais c'est bien été. Donc, 3 petits. Voilà, mère de 3 petits. Alors, ce qui est intéressant là, et on a beaucoup, hein, c'est le rythme des naissances. Chez Lucie, tous les 5 ans. Roméo 2013, Darène 2018. Roméo, c'est fin mars, avril. Varuna, c'était mars, fin mars, 25-26 mars. Vous voyez. Donc, tous les 5 ans, Lucie a eu un petit. C'est la plus régulière. Les autres, Issa, Germine, c'est, on estime, 2006, Mistotou 2016, Myriam 2023. Par exemple, Irène, elle a eu Arthur en 2013, elle a eu Lana en 2019, et puis Lana a disparu. Et là, ça a changé. Chouk, arrive la petite Julia en 2022. C'est-à-dire que ce rythme assez régulier de tous les 5-6 ans, eh bien, elle l'a visiblement anticipé. Et alors, ça nous amène à la question suivante. Quid des mâles? Parce que voyons qu'ici, on a des mâles, et surtout, on a des choses très particulières, beaucoup de frères vrais, sœurs vraies. C'est-à-dire, par exemple, ici, Delphine s'est accouplée avec le même papa pour avoir à 7 ans d'écart sa deuxième petite. Cela veut dire
qu'elle était vraisemblablement comme les autres femelles, en état d'avoir un petit, et qu'elle a patienté 7 ans pour le retour du même père. Et c'est le cas dans notre clan. Nous avons beaucoup de sœurs vraies, frères vrais. Cela veut dire, encore une fois, qu'il y a une certaine stabilité, une certaine fidélité au sein des couples. Que ce soit choisi par la femelle, ou que ce soit fidélité de couple. On en sait si peu sur les mâles qu'on ne va pas aller beaucoup plus loin. Mais nous avons fait une publication avec Jean-Luc Young et Justine Girardet sur ce sujet-là, une très belle publication dans Scientific Report, et on a parlé de ces relations très particulières qu'on ignorait complètement sur les grands mâles. Et mieux que ça, puisqu'on en est au grand mâle. Alors, ces grands mâles que on a toujours dit, pardon, excusez-moi, voilà, ces grands mâles qu'on a toujours dit être de simples reproducteurs qui passaient d'un clan à l'autre pour assurer la reproduction. Non seulement l'analyse génétique montre qu'il y a une certaine fidélité et que le mâle revient dans le clan où il a des descendants, et il revient s'accoupler avec la même mère. Mais encore, surprise incroyable, ces mâles qui n'étaient que des reproducteurs semblent jouer un rôle social très important, bien qu'ils soient peu présents. Regardez d'abord comment ils sont accueillis. Vous voyez ici le grand mâle, Jonas, papa de Darren et de Caroline. Tout le monde l'accueille, tout le monde le suit, c'est le cortège, c'est la fête. Quand les grands mâles arrivent, chez les cachalots, c'est la fête. Ces grands mâles, comme Jonas, rassemblent d'autres clans. Ici, on voit Arthur, c'est un jeune mâle. Ici, on voit Delphine autour de Jonas. Et vous allez voir mieux que ça. Lui fait retour en arrière. C'est Elliot. Regardez bien. Il vient frotter son museau à Jonas. Il vient le saluer. Déférence. On est sûr d'une chose. C'est pas pour s'accoupler que Jonas et Elliot font ça. Roméo. Si des mâles ont une telle attention l'un pour l'autre, c'est pas pour des raisons sexuelles, c'est donc pour des raisons d'ordre social. Oui, les grands mâles jouent un rôle auprès des jeunes mâles et auprès des autres aussi, mais spécialement auprès des jeunes mâles. Et cette vidéo que tu as faite, René, est particulièrement intéressante. Voilà un autre grand mâle, Reza, le plus gros qu'on ait vu, je pense. On avoisine 18 mètres. En choukale, verticale. Écoutez, et vous allez voir, tout d'un coup, la Roméo, le tout noir, qui descend, c'est pas mal aussi, hein. Il n'est pas venu pour des raisons sexuelles s'accoupler avec Jonas, ni les autres, ni tous les autres. Cela veut dire que cet échange long, câlin et d'ordre social, et qu'il y a dans ces échanges sonores une transmission de ce grand mâle Reza à tous les autres. Regardez Elliot, vous l'avez vu avec Jonas tout à l'heure, le voilà avec Reza. Vous avez vu Arthur tout à l'heure, le voilà avec Reza. Il était avec Jonas. Les grands mâles jouent un rôle social, bien qu'ils soient peu présents. C'est ça qu'il faut étudier. Mais ils ne sont pas si faciles à voir. Les grands mâles, c'est quand même des seigneurs. Peut-être une question pour René Eusé. Combien avez-vous d'heures d'enregistrement pour étayer et la question de l'allaitement et aussi des relations du clan? Déjà, pour avoir réussi à filmer le premier allaitement qu'a montré François, j'ai attendu 7 ans. Donc, en heure de travail, je ne pourrais pas vous dire, mais actuellement, j'ai
j'ai 25 terrains de roches de cachalot. Donc c'est énorme. C'est énorme, ça va représenter, je sais pas, peut-être 2-3 000 heures, quelque chose comme ça. Et toutes ces images ont toute une importance, qu'elles ont été tournées depuis 2011 jusqu'à cette année. Ça montre l'évolution et c'est aussi un témoignage pour montrer comment vivent ces animaux-là. Merci. Il reste 3-4 questions sur le chat, mais dans la salle aussi, il y a des questions, donc je passe la parole à la salle. Je vais revenir à la structure de ces clans. Expliquez-moi comment cette nounou-là, elle doit lever pendant des années. Est-ce que c'est une mère qui vient d'accoucher ou bien elle prend ce rôle-là comme Elliot a pris le rôle de babysitter ou d'autres personnes parce qu'elle doit être maman pour produire du lait. Je pense qu'elle est mammifère, elle est ça. Comment elle doit se lait là parce que généralement, généralement chez les mammifères, quand l'enfant arrête de téter, on appelle ça le sevrage et il n'y a plus de lait. Comment elle fait pour garder ce lait-là pendant qu'elle est en train de materner? Je vais me mettre ça en guillemets. Voilà, c'est la question. Alors, je vais dire qu'il y a 4 cas. Il y a le premier cas, celui de la babysitter. On va bien distinguer la babysitter germine des nounous allaitantes. Premier cas, celui de la babysitter. Depuis 2011, elle se laisse téter. On a des témoignages. C'est là où c'est utile, encore une fois, des témoignages. On sait le jour, on sait l'heure, on sait qui, on sait quoi. Depuis 2011, elle se laisse téter par tous les petits. Tous les petits. Mais, jusqu'à l'année dernière, et on y reviendra, elle n'avait pas de lait. C'était simplement une succion et il n'y avait pas d'évidence de lait. On a encore 3 autres cas. On a le cas de Docaleux, la photo que je vous ai montrée ici au début, avec Baptiste. Eh bien, Baptiste est décédé au bout de 3 semaines. Et l'année suivante, Docaleux a été la nounou allaitante dont son petit-fils Ali, qui était le fils de la fille de Docaleux qui s'appelle Mina. Donc on peut se dire que c'est assez simple, au bout d'un an, il y a eu une remontée de lait parce que Docaleux avait eu récemment un petit. Dans le cas de Yukimi ou de Emi par exemple, que nous suivons depuis très longtemps, pas de petit. Nous n'avons pas eu de petit. Alors vous allez me dire, vous n'êtes pas là toute l'année, peut-être qu'elle a eu un petit qui est un borné, comme le petit qui a vécu 3 semaines, mais vous n'avez pas vu et elle a bien eu un petit il n'y a pas longtemps. On veut bien croire. Mais toutes les deux ont eu beaucoup de lait pour allaiter beaucoup Alexander, qui a vraiment vécu grâce à Amy, et puis beaucoup aussi la petite Lana. Alors vous avez eu des enfants cachés. Mais dans le cas de Germine, on l'a très tôt, on la suit année après année, et on l'a jamais vue ni enceinte, ni de petit, ni rien du tout. Et l'année dernière, nous l'avons filmée allaitée avec évidence de lait, les 2 petits, Myriam et Barona. Donc, une montée de lait sans naissance. Comment ça se fait? On fait des recherches dans la littérature, même chez les humains et chez la plupart des mammifères, on peut induire une montée de lait avec une hormone qui s'appelle la prolactine, artificiellement chez les humains. Mais chez certains mammifères, c'est simplement grâce à des hormones, donc la prolactine, qui est émise dans le milieu, que ce soit le milieu aérien ou le milieu ici à queue. Nous ne savons pas s'il y a de la prolactine dans le milieu, il faudrait faire des dosages, c'est une aventure, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais la possibilité est que certaines femelles émettent de la prolactine qui induisent la montée de lait chez les femelles qui surtout sont ce qu'on appelle tétées activement et donc
qui, là aussi, suscite une montée de lait. Ce que nous observons, c'est que nos femelles nounous allaitantes n'ont pas de petits depuis des années ou pas du tout. Voilà. Après ça, ce qu'il y a d'extraordinaire après ça, c'est qu'on ne sait rien du tout. C'est qu'on commence. C'est que chaque réponse ouvre 1000 questions nouvelles. C'est ça qui est formidable. Et ce qui est intéressant dans les archives que nous avons, c'est que lorsque tout d'un coup on découvre quelque chose de neuf, on se dit, mais on va retourner voir. On n'a pas assez fait attention. Waouh! Voilà ce que disaient ces images-là. Par exemple, nous avons en ce moment Mystère, qui est la sœur vraie, même père, même mère de Irène, qui est très maigre. Très maigre. Comme Claire l'année dernière. Claire est morte l'année dernière, et là, Mystère, elle va très mal. Et nous faisons plus attention à elle. Et nous découvrons que les relations sociales qu'elle tisse avec les membres du groupe semblent plus intenses que les autres années. Beaucoup plus intenses. On n'avait pas fait très attention à Mystère, c'était pas un personnage très intéressant du clan. Alors on va refouiller dans toute l'histoire grâce à ces archives et on va voir si pour Claire ça a été la même chose. Est-ce qu'au moment de la mort, est-ce qu'au moment où ils se sentent partir et où les autres sentent que c'est la fin, il n'y a pas une intention particulière qui se développe? Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais c'est parce qu'il n'y a pas que chez les hommes que ça se passe comme ça. Bon, je viens de lire une publication hallucinante sur les éléphants en Asie, où ils enterrent leurs petits, qu'elles tombent avec les pattes en l'air, comme ça. Incroyable. Donc, peut-être que chez les cachalots, il y a aussi une conscience de la finitude de la mort et une attention particulière. En fouillant dans les archives, nous allons voir si nous avons loupé quelque chose. C'est ça la richesse du travail, c'est ça la richesse. Alors, on va conclure quand même assez vite maintenant. Une question équipée de balises Argos et cachalots, est-ce que ça apporterait beaucoup plus d'informations? Et aussi, est-ce que l'ADN environnemental pourrait permettre d'obtenir plus d'informations? Alors, les balises. Nous avons décidé par respect pour ces animaux et parce qu'on ne veut pas briser la relation de confiance qui est établie. C'est formidable. Imaginez-vous qu'on est avec des animaux qui nous laissent approcher, qui quand ils voient René, Axel, l'équipe, ils continuent. On peut être 3 heures dans l'eau avec eux. Les continuent à jouer, sans qu'ils ne soient dérangés. Il ne faut pas briser cette confiance. Donc, nous interdisons tout contact physique. Et nous nous interdisons donc de leur tirer dessus avec un fusil. Parce que les harpons qui sont plantés, c'est des trucs comme ça. Ça fait mal. Et ça laisse des traces. Je peux ici vous montrer, on reconnaît Amy, Zoé, au trou profond, que les balises qui se sont arrachées ont laissé dans le dos à l'avant de la nageoire dorsale. Est-ce que j'ai des images? Non, je n'ai pas les images ici. Ah bon. Donc, nous ne voulons pas faire ça. Oui, ça amènerait des informations supplémentaires. Nous ne le ferons pas. Juste 3 vraiment dernières questions. François Sarano, vous étudiez aussi les cachalots en Méditerranée. Qu'est-ce qu'on sait de plus? Est-ce qu'il y a des différences? Alors, en Méditerranée, nous étudions plutôt les mâles, justement, que nous voyons moins ici. Parce qu'en Méditerranée, nous les approchons beaucoup plus facilement. Et donc, nous étudions à la fois ces mâles subadultes comme étoiles qui ont quitté le clan maternel et les grands mâles adultes. Et nous étudions plus particulièrement leur vie journalière en chasse. Par conséquent, nous les suivons, surtout à l'écoute, au cours de 24, 48, 96 heures. L'année dernière, nous avons suivi un jeune mâle, pourquoi je dis jeune, un mâle adulte baptisé Farouche. On l'a suivi 98 heures.
se dire 98 heures, c'est pas long, mais quand on le suit toutes les secondes, c'est long. Et qu'on enregistre son déplacement toutes les secondes, c'est long. Et qu'on peut positionner son déplacement dans la Maslow toutes les secondes, c'est une première mondiale. Alors justement, sur le langage, il y a un jeune garçon qui s'est connecté à la conférence de presse et qui demande s'ils ont plusieurs langages. Mais alors là, j'ai bien peur que si on branche François Sarano sur ce sujet, on en est pour 2 heures, donc please, réponse. Langage. Comprenons-nous bien, ils n'ont pas un langage comme le nôtre, il n'y aura jamais de dictionnaire anglais cachalot, français cachalot. Ils n'utilisent pas des mots. En revanche, on peut, et c'est ce que nous avons fait, associer des expressions sonores à des comportements. Et si la femelle répond, alors les deux femelles se rapprochent et se font des câlins. Non. En 2 mots, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, et c'est là aussi très difficile à faire, puisqu'il faut filmer le comportement tout en enregistrant et pouvoir attribuer avec certitude l'enregistrement, je veux dire l'expression sonore à chacun des cachalots. C'est ce que nous avons pu faire avec l'équipe du professeur avec Lodin. On a mis au point un appareil qui permet à très courte distance par la triangulation, d'attribuer le clic à l'un et le clic à l'autre. Donc on peut savoir qui appelle et qui répond. Nous avons donc pu, grâce à ça, dire que cette expression sonore à 8 clics est associée à une demande de contact physique. On a eu d'autres choses. Mais on s'est aperçu que cette expression sonore à 8 clics, il n'y avait que le clan d'Irène, que le tordu qui l'utilisait. Que le clan d'Irène, que le clan de Rechna, le clan des ailes de Goéland, le clan des marques blanches n'utilisent pas cette coda à 8 clics. Ils utilisent la 5 clics régulier. Ou la 6 clics. Bref, on s'aperçoit que chaque groupe, chaque clan a ses idiomes, a ses expressions sonores, et que ces expressions sonores semblent caractériser, encore une fois, certains comportements dans le groupe. Mais voilà, on n'y comprend plus rien. Pourquoi? Depuis la séparation en 2 sous-groupes, c'est un peu le bazar. Ce que nous n'avions pas enregistré au cours des 10 années précédentes, c'est-à-dire dans le clan d'Irène, des codas à 4 clics, à 3 clics, à 5 clics, on en enregistre maintenant. On ne sait plus, il semble qu'il y ait, depuis cette séparation, une recomposition des échanges. Et ça pose question. Donc, il y a vraiment ça. Et autre chose qui est intéressante, le changement s'est vraiment fait depuis la mort de Claire. Or, si je vous remonte l'arbre généalogique, ici, Claire ne faisait pas partie du clan. Dans un clan, tous les animaux ont la même arrière-grand-mère commune. Le clan est matrilinéaire. Tous les animaux. Mais Claire venait d'ailleurs. Elle venait des Seychelles. En tout cas, son haplotype, son ADN mitochondrial est plus proche de ce qu'on voit aux Seychelles. Elle était, ce qu'on disait, elle était adoptée. Depuis cette histoire de bazar dans les codas, depuis cette histoire de la première qui meurt parce qu'elle est très vieille, on a une autre hypothèse. Restera hypothèse, bien sûr. Claire était très vieille. Elle a connu la chasse à la baleine. Elle a connu la chasse au cachalot, qui s'est arrêtée en 80. À cette époque-là, les clans étaient décidés. Les structures sociales étaient complètement détruites. Tout était déstructuré. Il y avait des individus errants. Il y avait des isolés. Peut-être elle, la vieille, a-t-elle rassemblé autour d'elle un groupe
qui a donné, qui est naissance à tout cela. Et peut-être c'est elle qui a amené cette coda atypique ici. Donc, l'origine de cette coda à lui qui est très particulière, je ne sais pas d'où ça vient. Elle semble maintenant déstabilisée depuis la mort nucléaire. Des tas d'hypothèses passionnantes sur lesquelles on travaille. Dernière question, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est peut-être aussi pour René cette question, peut nous aider à interpréter les images, les interactions sociales? C'est vrai que maintenant on compte beaucoup sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y a déjà des personnes qui ont confié des leçons justement à des sociétés pour essayer de décrypter. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore capable de dire quel est le réel langage d'un cachot. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il veut dire. Et l'intelligence artificielle, je ne vois pas comment elle pourrait être déterminante en disant ce clic-là, ça correspond à tel type de langage. Mais bon, peut-être que plus tard on le saura. L'intelligence artificielle, elle traite des millions de données. Elle est capable de les classer, elle est capable de séparer des groupes. En revanche, elle n'est pas capable de les associer avec ce qu'elle ne voit pas. Or, l'intelligence artificielle, elle est nourrie par des gens qui plongent des micros en aveugle dans l'eau. C'est comme vous êtes dans une bouche de métro, vous enregistrez sans regarder. Et après, vous allez essayer de dire et d'associer les sons, vous pouvez les classer, vous pouvez même trouver tous les mots. Mais vous ne pouvez pas les associer à des comportements puisque vous ne savez pas ces comportements. Donc, aujourd'hui, il n'y a personne qui a les données pour nourrir l'intelligence artificielle, pour lui permettre d'associer. On est les seuls à avoir les deux méthodes. La méthode individuelle, je vous filme avec cet appareil qui est opale et je filme vos comportements. Oh, voilà, vous faites ça, et vous échangez. Je sais attribuer le à Ali, à Darren. Oh, il est comme ça, il se porte. Voilà, nous associons les deux à la fois, le comportement et les échanges sonores. Nous le faisons en petit nombre, on le fait presque à la main. J'exagère parce qu'on utilise aussi des algorithmes très puissants pour analyser des milliers de données. Mais après ça, on fait aussi de l'intelligence artificielle parce qu'en Méditerranée, ou ici l'année dernière, on avait mis un tétraèdre, on a enregistré des millions de données. Et on va les passer avec des systèmes d'intelligence artificielle qui vont découper tout ça. Beaucoup mieux que nous. Mais comme nous l'avons associé, et tous ces groupes qui vont être découverts par l'intelligence artificielle, à des comportements filmés, alors on va pouvoir essayer d'avancer là-dessus. C'est ce qu'on fait en ce moment. Nous avons, avec l'équipe de Jean-Luc Jung, Olivier Adam, Hervé Glotin, 3-4 thésards qui travaillent là-dessus, font des doctorats, et puis on a aussi tout un tas de gens qui travaillent au jour le jour. Véro et moi, on est 2 heures par jour, tous les jours, à traiter des données pour essayer de comprendre, et l'année prochaine de voir qu'on en aura. Je suis sûr que l'année prochaine, on va vous raconter des belles histoires. Merci beaucoup, Dr François Sarano, président de Longitude 181, notre président d'honneur de l'Indian Ocean Marine Life Foundation. Je voudrais remercier vraiment aussi Axel Prudhomme parce que c'est le pilier du clan, voilà, du clan Sarano et du clan des recherches scientifiques. Oui, vraiment, sûr. Il ne parle pas beaucoup, mais il connaît les cas. Encore une fois, il faut imaginer l'importance d'avoir chaque jour, je dis bien chaque jour, cette matrice des relations sociales. Parce que chaque jour, c'est comme si on me... Voilà, je reçois un WhatsApp de ma fille. Ah, elle était avec son papa. Je sais, nous savons chaque jour, qui a été avec qui a fait quoi avec qui, avec une précision inégalée. On sait qu'ils étaient ensemble, il a pété, ils ont joué, inégalé. Et après ça, les images de René, souvent plus en profondeur, tout comme ça, certifient les noms, les trucs comme ça. Bref, vous n'imaginez pas l'importance que ce travail de terrain sur la longueur a, et la richesse que
de savoir. Merci aussi à Véronique Sarano, parce qu'elle aussi c'est un pilier de l'équipe. Je rappelle que c'est une 6e étude scientifique qui est publiée là. Publication, il y en a une qui sort tout bientôt. Voilà. Et merci à René Eusé, notre président, peut-être le mot de la fin d'ailleurs à René Eusé. Et merci aussi à Megan Fan pour ta présence, Megan, et ta participation animée sur le réseau jeunesse de la Fondation. Oui, ben moi ce que je veux dire, de toute façon, tout ce travail est à vos pieds, c'est-à-dire sur la côte ouest de l'île Maurice. On est très contents, on est très fiers de vous faire partager notre expérience. Et ce qu'on souhaite, c'est continuer nos collaborations avec vous, gens de Maurice, et nous qui apportons notre contribution. Et je pense que c'est tous ensemble que nous pourrons tous continuer à travailler, à collaborer et justement aussi à en savoir plus sur le comportement des cachalots. Notre question, Elliot, est-ce qu'on va l'appeler Elliot, on va l'appeler Tanguy peut-être un jour. Donc on a plein de questions et c'est devenu une saga. Et ce que je voudrais aussi remercier aussi les autorités mauriciennes qui nous donnent chaque année des permis, notamment la FDC qui est représentée ici par son directeur, M. Arnaud Martin, qui nous suit depuis le début. On a le ministère de la Pêche, de l'économie bleue, le cabinet du Premier ministre, et tout ce travail d'équipe nous permet justement de continuer et de vous faire partager tout ce que nous avons, parce que tout ce que nous avons, c'est à vous, parce que ces cachalots sont ici à l'île Maurice, et je pense que l'aventure va continuer encore pendant plusieurs années. Merci. Axel, peut-être. Toutes les publications, je peux vous les remettre aujourd'hui, elles sont évidemment publiques, c'est des publications scientifiques qui sont donc publiques. Si ça vous intéresse, la publication sur l'allaitement, si vous avez une clé USB ou quelque chose, ou alors une adresse mail, je vous l'envoie. C'est un très beau travail. Bon, un petit mot, comme René et François vous l'ont dit, c'est important, cet arbre généalogique, c'est vraiment le départ. Dans quelques années, on va pouvoir continuer les travaux avec vous, en partenariat, on espère aussi avec des jeunes ici à Maurice. Et d'ici quelques années, ils vont voir Zoé, et puis, mais Zoé, c'est déjà son deuxième petit. On sait quand elle est née. Il y a un point zéro, un point de démarrage. Ils savent maintenant, on va pouvoir dire peut-être dans 20 ans, on ne sera peut-être plus là, mais dans 20 ans, les jeunes qui vont suivre, qui vont continuer les travaux, oui, on sait, on l'a vu à telle année, elle jouait avec un tel, elle est née, ça c'est une richesse que vous avez et qu'il va falloir protéger aussi.